Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est super de voir que le sujet des métavers vous intéresse. Donc, métavers, c'est un gros mot, un grand mot, dont on a entendu beaucoup parler depuis 1 an et demi, qui est même en train de devenir quasiment un bad buzz. Et on a entendu des dizaines et des dizaines de définitions, toutes plus compliquées que les unes que les autres. On peut se demander vraiment qu'est-ce que c'est le métavers. Alors déjà, historiquement, c'est un mot inventé dans un roman de science-fiction en 1992. Il faut bien comprendre qu'en grec, ça veut dire méta, donc au-delà, qui englobe, et universe, pour le mot anglais. Donc metaverse veut dire l'univers qui englobe tous les univers. Donc on parle bien sûr d'univers virtuel, d'univers en 3D avec des avatars. En français, on dit métavers pour méta-univers. Des fois, c'est un petit peu moche, alors des fois, je dis métaverse, même en français, je suis désolé. Alors, dans toutes ces définitions du métaverse, c'est quand même beaucoup Facebook qui a pris la parole, qui s'est même appelé Meta l'année dernière, il y a même un peu plus que l'année dernière, il y a 1 an et demi, pour l'occasion. Et quand on écoute Meta, on a l'impression que pour rentrer dans le métaverse, il faut absolument un casque de réalité virtuelle. C'est pas vrai. Alors pourquoi on a cette impression? Parce que Meta, donc Facebook, a acheté la principale société de casques de réalité virtuelle en 2012 pour 2 milliards de dollars, et donc cherche à vendre des casques de réalité virtuelle. On les comprend. Mais le métaverse n'est pas nécessairement avec un casque de réalité virtuelle. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être entendu parler de Second Life, qui était très populaire autour des années 2000. Eh bien, on peut considérer que Second Life est le premier métavers grand public. Ouais. Et Second Life n'avait pas de casque de réalité virtuelle, c'était accessible directement sur un ordinateur. Donc si on se concentre sur la définition, ben, on n'y arrivera pas en fait. Parce que les cabinets de conseil essaient de mettre du Web3, de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT, etc., des casques de réalité virtuelle, mais tout ça, c'est pas obligé, c'est pas nécessaire. Moi, pour expliquer le métavers, je me concentre sur la promesse essentielle. Et la promesse essentielle, quelle est-elle? C'est se retrouver ensemble alors qu'on est à distance. Là, c'est super, vous êtes tous là, on est vraiment ensemble. On a le sentiment d'être ensemble. Quand je donne une conférence en visio, ben, je suis tout seul face à mon écran et je vois quelques vignettes et éventuellement, il y a un petit chat sur le côté, mais à aucun moment, mon cerveau n'a eu l'impression d'être avec une foule comme aujourd'hui. Alors que quand je donne une conférence ou un cours dans le métavers, eh bien là, de nouveau, on est ensemble. C'est ça, la promesse essentielle. Et ça tombe bien, c'est un sujet de science cognitive qui s'appelle la présence virtuelle. C'est-à-dire qu'on recrée un sentiment de présence bien réel dans un environnement virtuel. Et ça, c'est notre métier. Ça y est, tu veux... Peut-être on peut se présenter. Hein. Je suis parti directement, mais je sentais qu'il y avait des petits soucis techniques. Donc moi, je suis Clément Merville, je suis le président fondateur de la société Manzalab, créée en 2010. Société, donc, on est des experts, on vient du jeu vidéo et on a tout de suite créé la société pour apporter les technologies du monde du jeu vidéo au monde de l'entreprise. Ça s'est traduit d'abord par des serious games, ensuite par des serious games en réalité virtuelle, ensuite pour Polytechnique ou la SNCF ou des groupes du CAC 40, on a mis des personnes ensemble dans la même réalité virtuelle avec des casques de réalité virtuelle. Et depuis la crise Covid, on s'est dit il faut qu'on ouvre notre technologie de métavers au plus grand nombre et donc on l'a portée sur PC et Mac. Et aujourd'hui, notre technologie est accessible directement depuis le web. Donc, directement depuis le web, teamu.com et notre partenaire, Quark,
Donc, je suis Sophie Thor, je suis directrice du développement chez Quark Éducation. Nous sommes partenaires avec Manzalab. Nous avons développé ensemble le premier univers éducatif, univers dans lequel en fait, on permet à nos clients, qu'ils soient écoles ou entreprises, de bénéficier de ce campus virtuel et de ce métaverse pour pouvoir organiser des séquences de formation, de l'onboarding, du recrutement, des journées portes ouvertes et donc plein d'autres applications. Alors effectivement, l'atelier de ce jour a pour objectif de savoir si le métavers est un gadget ou une nouvelle révolution pédagogique. Sans nos slides, bien sûr, on est parfaitement à l'aise aussi pour vous parler de ce sujet. Disons que j'ai une petite idée sur la réponse. Moi aussi, j'ai une petite idée sur la réponse. Alors peut-être quelques chiffres que vous allez revoir en images d'ici quelques instants. Déjà sur le métaverse en général, au-delà du MetaQuark et de notre outil commun, bien sûr, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va passer à côté. Pourquoi ? Parce que vous connaissez tous Meta. Meta a énormément investi dans ce domaine et Meta, notamment, alors même si aujourd'hui, ils ont subi beaucoup de chahutage concernant les difficultés financières auxquelles ils doivent faire face, puisqu'ils ont investi beaucoup dans la recherche. En tout cas, Meta a déjà mis 10 millions d'euros milliards, pardon, de dollars aux États-Unis pour favoriser 10 universités, parce qu'ils sont convaincus que le métaverse passera par les alumni et donc par la formation. Donc c'est vous dire si quand même l'investissement est élevé par rapport à cet nouvel univers et ces nouvelles méthodes pédagogiques. C'est aussi un investissement majeur chez Microsoft. Microsoft a complètement investi également dans ce qu'ils appellent le nouveau bureau virtuel pour intégrer à l'intérieur de son portail SharePoint et de tous les outils un métavers de manière à pouvoir collaborer et recréer justement de la participation entre collaborateurs où que vous soyez évidemment pour correspondre au nouveau bureau de demain. Bureau que d'ailleurs vous avez développé vous aussi dans le méta. Et puis, troisième investissement que vous connaissez sans doute aussi, c'est l'investissement qu'a fait Facebook dans les lunettes Oculus, qui a racheté pour pouvoir commercialiser justement le métaverse. Oculus est aujourd'hui le fer de lance et on va dire le navire de proue de Facebook pour pouvoir commercialiser les lunettes. Et aujourd'hui, il y en a des milliers dans le monde qui sont dispersés. Et un autre investisseur, millions. Décidément, j'ai des problèmes avec les chiffres. Et un autre investisseur en lunettes, en lentilles, qui va maintenant permettre de s'équiper pour être directement capable de rentrer dans le métaverse. Donc en tout cas, en termes d'investissement budgétaire aujourd'hui, ce sont des sommes colossales qui se sont donc mises à profit pour développer le métaverse. D'accord, mais à quoi ça sert ? Alors, à quoi ça sert ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement quels sont les avantages et les atouts du méta, le temps que je rebranche le micro peut-être ? Moi, je vais me concentrer sur l'approche scientifique, neuroscientifique en fait. Qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau qu'il change par rapport à une classe à distance en visio, par exemple. On a tous été obligés de faire des conférences ou des classes à distance en visio. Et objectivement, c'était un petit peu l'enfer. Donc, la base, c'est la présence virtuelle. Cette présence virtuelle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le sentiment de présence de soi, c'est-à-dire sa projection dans l'univers virtuel, son avatar, son incarnation. Et les études ont montré que plus l'avatar nous ressemble, plus facilement et plus rapidement, on va s'incarner dans cet avatar. Donc ça, c'est important à retenir. Quand on voit des avatars trop jeux vidéo, trop Disney, voire même extraterrestres, c'est pas la bonne approche pour mener une classe virtuelle, en fait. Le deuxième pilier, c'est le sentiment de présence spatiale, c'est-à-dire le lieu dans lequel on se trouve. Et là, il faut rester le plus réaliste possible pour pas créer de barrières inutiles entre le cerveau et la simulation. Donc bien sûr, dans un monde virtuel, tout est possible. Par exemple, pour des conférences, pour le G7, on m'avait demandé de faire la conférence sur Mars. Et c'est possible, c'est facile, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que si on fait ça, tous les apprenants vont passer leur temps à se dire mais est-ce que je suis vraiment sur Mars ? Pourquoi je n'éprouve pas le froid, la gravité, le son qui passe, etc.
ils ne vont pas se concentrer dessus. Le troisième pilier, c'est essentiel, c'est le sentiment de co-présence virtuelle, c'est-à-dire que quand on croise d'autres avatars, on se dit, c'est une autre personne. Notre cerveau est trompé et ça, c'est la promesse essentielle. Pour cela, on rend la communication la plus naturelle et humaine possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la technologie de pointe, mais pour remettre l'humain au cœur des usages. Quand je dis la communication la plus simple, la plus naturelle, c'est-à-dire que quand je me promène et que je m'approche de Sophie dans le métavers, eh bien, je peux lui parler aussi simplement que ça. Quand on s'adresse à une classe comme ça, eh bien, on a un micro, on s'adresse à toute la classe et on gère le passage des micros. C'est-à-dire que quand un apprenant lève la main, on le voit lever la main et on peut lui donner le micro. On peut lui reprendre le micro. On peut donner le micro à tout le monde. On peut même faire des sondages, etc. Bon. Et tout l'intérêt justement dans les séquences pédagogiques, c'est de recréer le présentiel, c'est-à-dire toute la spontanéité qu'on peut mettre dans des échanges participatifs, dans de la co-construction, dans des ateliers dans lesquels on va travailler sur un processus, on va travailler sur la collaboration, sur la conception d'un projet en commun. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, on garde cette spontanéité exactement comme on le ferait ensemble, où vous pouvez nous poser des questions et interagir. Est-ce que tu veux qu'on reprenne peut-être quelques chiffres pour que vous sachiez où se situe le marché autour du métaverse? Parce qu'en général, je pense que ce sont des données qui sont intéressantes. Il y a eu une prise de conscience pour que vous connaissiez un petit peu où en sont les Français. Finalement, aujourd'hui, dans le métaverse, 60% considèrent que le métavers ne sert aujourd'hui qu'à se divertir. Donc vous voyez qu'on a encore du chemin et c'est bien normal qu'on en soit au balbutiement justement de ces nouvelles à la fois technologies mais surtout outils de travail, outils de collaboration et outils de formation. Et sur 75% des personnes interrogées, ils sont tous, on va dire, en attente parce qu'ils ont certaines craintes par rapport au métaverse. Et c'est bien normal dans la mesure où c'est essentiellement Meta qui a communiqué au départ sur cet univers. Meta qui nous a fait beaucoup de bien aussi pour nous faire connaître, il faut le dire. Mais Meta qui provoque évidemment des irritations, voire des craintes, puisque son objectif premier, lui, c'est évidemment de conserver les données et de pouvoir commercialiser des choses, des produits dans le métaverse et des NFT. Et aujourd'hui, nous n'avons seulement que 19% de personnes interrogées qui sont prêtes à utiliser le métaverse pour faire autre chose qu'un divertissement ou en tout cas bénéficier d'une séquence de formation. Donc vous voyez qu'on est vraiment à l'aube de nouveaux usages et une crainte qu'on pouvait avoir de la vision il y a quelque temps, mais qui va sans doute évidemment croître très rapidement, puisqu'on a vu un engouement entre mai, le salon virtuel de l'année dernière, et celui d'aujourd'hui, avec un bond phénoménal pour la prise de connaissance et prise de conscience de toutes les capacités pédagogiques qu'on pouvait utiliser dans le métaverse. Alors pour vous donner une idée aussi, qu'est-ce que ces Français ont pu faire dans le métaverse? Aujourd'hui, il y en a 29% qui ont créé un avatar. Donc c'est une des premières étapes des expériences. Et puis 27% qui ont interagi avec des amis ou interagi avec des inconnus. C'est encore assez faible, mais néanmoins, l'année dernière, il n'y avait pratiquement rien. Donc vous voyez, ça c'est une source qui date de Ipsos 2021. Sur un panel de 170 personnes, c'est assez peu, mais en même temps, il faut trouver les candidats qui ont déjà bénéficié d'une expérience. Et puis, pour la partie événementielle, concert, c'est déjà 17%, parce que forcément, la crise Covid a permis à de nombreux artistes de se lancer dans cet univers et de permettre aussi des expériences différentes pour pouvoir prolonger et poursuivre une activité. Mais la plupart des acteurs dans le métaverse ont essentiellement joué, puisque c'est 51% des personnes qui ont testé le métaverse uniquement à des fins ludiques. Et puis, du coup, quels sont les enjeux et les objectifs que nous remontent nos clients autour du métaverse aujourd'hui? Beaucoup de choses qui sont liées notamment à la partie notoriété et visibilité. Pourquoi? Parce que vous êtes sans doute dans des fonctions RH ou learning de vos entreprises. Un des points majeurs ou un des enjeux majeurs, c'est le recrutement, comme vous le savez, et notamment le recrutement en ce moment est
est véritablement un point dur pour à la fois trouver les bons collaborateurs, mais aussi les fidéliser. Et on s'aperçoit que le métaverse a été cité pour étendre justement sa notoriété et permettre de développer sa marque employeur, avec cette notion justement de technologie de pointe, mais aussi de service de pointe, et aussi pour permettre le rapprochement des individus. Quand vous utilisez le métaverse déjà dans des sessions d'onboarding, c'est que vous permettez à tout le monde de se rencontrer, et on voit que c'est essentiellement les demandes tu vas peut-être parler d'une expérience d'un de nos clients. C'est une des demandes majeures, c'est comment je fais aujourd'hui pour organiser des séquences de onboarding dans lesquelles je vais pouvoir rassembler des publics de tous les univers, de tous les pays, en un seul point, en un seul lieu, en essayant de créer cette dynamique collective. Tu veux peut-être parler de cette expérience cliente? Oui, oui, tout à fait. Enfin, tu as parlé de recrutement. On a la SNCF, par exemple, qui va faire un salon de recrutement dans le métavers, ou encore Auchan, qui recrute des alternants dans le métavers. On a également TF1, notre cliente chez TF1, qui m'a confié que maintenant qu'elle avait fait des entretiens d'embauche dans le métavers, il n'était plus question pour elle de revenir en arrière et de faire un entretien en visio. Tellement l'expérience est plus agréable. En fait, ces candidats ne sont pas stressés sur la façon de s'habiller puisqu'ils sont représentés par un avatar. S'ils le souhaitent, ils peuvent prendre l'avatar de Angelina Jolie ou de Brad Pitt. Et donc, on va dire qu'il n'y a aucun biais de recrutement. Et donc ça, elle est complètement dans sa charte. Et puis bien sûr, c'est une directrice de l'innovation, donc rien que par le médium, elle trouve des profils qui ne seraient pas forcément venus chez elle. Ça, ce sont les sujets de recrutement. Les sujets de onboarding sont essentiels. Par exemple, avec Soprasteria, c'est une ESN, une société qui a une quarantaine de milliers de collaborateurs dans le monde. Eh bien, tout leur onboarding se font sur notre solution TeamU. C'est-à-dire qu'ils ont des promos d'environ 100-150 personnes, presque toutes les semaines, et ils leur font passer 2 jours pleins dans le métavers. En créant des équipes, en leur faisant faire des jeux, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher en temps limité des informations sur les différentes branches, les différents cas clients, l'organisation de l'entreprise. Et ils sont hyper contents parce que ça répond à tous les besoins. Ils les forment tout en s'amusant, tout en montrant l'innovation, tout en leur créant un réseau fondamental dans l'entreprise puisqu'ils ont créé plusieurs équipes. Et à la fin, il y a un top exé qui vient leur faire une conférence, donc ils se sentent valorisés aussi. Alors que de nos jours, le onboarding, c'est vraiment une question très très compliquée. On est par ailleurs approché par Capgemini pour peut-être les accompagner sur le onboarding de cette année. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que Capgemini va onboarder cette année? Qui est en corrélation totale avec ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, l'avènement des nouvelles technologies, le développement de tous ces univers et de tous ces besoins. Donc non pas 2000 comme Soprasteria, non pas 10 000, 100 000. Voilà. Capgemini va faire venir 100 000 nouvelles personnes et s'interroge sérieusement à le faire dans le métavers. Et pour continuer, donc pour poursuivre sur ces objectifs et enjeux du métavers, évidemment, la formation et l'acculturation, notamment lorsqu'on souhaite accompagner la transformation digitale. On a un client qui est également donc un expert et un très grand acteur du travail temporaire, qui a besoin d'acculturer tous ses collaborateurs internes à la transformation digitale et qui veut utiliser cet outil justement pour démarrer cette acculturation, puisque l'outil est parfaitement en adéquation avec cette volonté de transformation, mais qui veut aussi l'utiliser pour la formation de ses clients, dans la mesure où c'est aussi délivrer une image de marque extrêmement importante, que de pouvoir former ses clients déjà à l'international de manière très simple, très rapide, à l'intérieur du métaverse. L'atout aussi pédagogique du coup de ce type de séquence, c'est qu'on peut démultiplier aussi souvent qu'on le souhaite des ateliers, mais aussi des informations descendantes, de l'acculturation. Et ça permet justement d'enchaîner un grand nombre de participants et d'accompagner un plus grand nombre de personnes. Alors, je vous ai déjà parlé rapidement de Microsoft, de la société californienne Mojo, qui vient de mettre en place des lentilles. Et des atouts du métaverse pour se former.
Je ne sais pas si tu as parlé de la sérendipité tout à l'heure. Est-ce que tu veux revenir sur cette notion qui est très importante aussi, sur l'aspect justement social dans le MetaQuark ou dans le métaverse plus globalement? Oui, tout à fait. Nous, au quotidien, on utilise notre solution TeamU, par exemple, pour nos bureaux virtuels. Et aujourd'hui, quand j'ai une question à poser à l'un de mes collaborateurs, je me lève tout simplement avec mon avatar, je me lève de mon bureau, je fais quelques pas virtuels en cliquant avec ma souris dans mon navigateur web et en me déplaçant, et je vais jusqu'au bureau de collaborateur à qui je veux parler. Et sur le chemin, il m'arrive régulièrement de croiser une personne, un de mes collaborateurs qui se promène, par exemple. Et bien là, comme pour les rencontres à la machine à café, alors d'ailleurs on a mis une machine à café virtuelle, hein, eh bien on a ce plaisir de la sérendipité. La sérendipité, c'est un grand mot pour dire la rencontre fortuite, en fait, c'est-à-dire par hasard, je tombe sur un de mes collaborateurs et j'échange quelques mots. Ce qui veut dire qu'on retrouve l'informel, ce qui veut dire que dans le cadre d'un campus, qu'il soit d'entreprise ou d'école, eh bien, les étudiants peuvent se rencontrer, en fait. Alors que quand on fait seulement des classes virtuelles avec une solution de visio, eh bien, une fois que le cours est fini, tout le monde se déconnecte et c'est tout. Voilà. Donc là, non seulement ils peuvent se rencontrer, mais ils peuvent imaginer des activités ensemble, ils peuvent avoir l'espace pour le BDE ou pour toutes les activités ou les sous-branches de l'entreprise pour prolonger leur rencontre. Merci. Du coup, quelques mots pour conclure et surtout se dire que finalement, il y a tous les usages encore à inventer. On vous en a cité quelques-uns. On a cité les bénéfices finalement des usages que nos clients plébiscitent, puisque ce sont les premiers essais et surtout les premières investigations qu'ils ont pu mettre en place depuis finalement 8 mois, en gros, hein, puisque ce produit et surtout cet univers est nouveau. Il est vraiment centré sur la formation, il est vraiment destiné à la formation, à l'onboarding, comme on l'a dit, et au recrutement. Effectivement, on a encore beaucoup de situations, de use case à construire. On travaille aussi avec un client aujourd'hui dans le domaine des télécoms qui est en train de mettre en place un univers pour pouvoir accompagner ses apprenants de son CFA. Un CFA essentiellement centré évidemment sur le numérique et donc pouvoir dispenser des contenus pédagogiques à ses étudiants. Il y en a plus de 400. Tu parles d'Orange ? Oui, je parle d'Orange. On n'avait pas le droit de le dire ? Non, je n'avais pas envie de le dire tout de suite, mais bon. Et par contre, on est à votre disposition peut-être pour répondre à certaines questions parce que vous avez sans doute vous-même peut-être commencé à mettre en œuvre des usages ou en tout cas à tester des solutions métaverses. Quels sont vos premiers retours, vos premiers feedbacks ou les questions que vous vous posez à l'heure actuelle ? Alors, c'est une question. Bonjour. Oui, une question que je me pose, c'est à quel point le casque est une contrainte. Les casques d'aujourd'hui sont quand même limités dans la technologie et des progrès sont à venir, mais on ne sait pas trop combien de temps ça prendra. Et voilà, je voudrais savoir juste à quel point c'est une contrainte, ou peut-être c'est pas du tout une contrainte, mais... Alors, ce qui est vraiment très important, c'est, comme je l'ai dit, contrairement à ce que dit Meta, il n'y a pas besoin d'un casque de réalité virtuelle pour entrer dans le métavers. Donc, notre MetaQuark est accessible directement depuis le web. Vous êtes à un clic de pouvoir tester le métavers. Bien sûr, la solution est compatible avec des casques parce que c'est de là que vient ma société. On est vraiment des experts dans les casques de réalité virtuelle. Mais étant un lab sur le nom de ma société, Manza Lab, on a également fait des thèses. On avait un doctorant qui travaillait sur la fatigue visuelle liée aux apprentissages en réalité virtuelle. Et là, on s'est rendu compte que le temps optimal était autour d'une demi-heure et que quoi qu'il arrive, au bout d'une heure, il fallait faire une pause. Donc on ne peut pas imaginer un monde 100% avec un casque de réalité virtuelle. On ne peut pas imaginer une expérience pédagogique 100% en réalité virtuelle. Il faut plutôt l'utiliser pour des moments pointus où on a besoin d'hyper
immersion, voire même de simulation, voire même de se rendre compte des proportions. Par exemple, avec Polytechnique, on a cette masterclass sur la physique des particules, donc l'infiniment petit, mais le CERN, le centre de recherche qui fait se collisionner ces physiques de particules, est gigantesque. En fait, les machines sont gigantesques, pèsent plusieurs tours Eiffel. Et donc, on alterne entre la compréhension de l'infiniment petit, avec des casques de réalité virtuelle, et la visite en film 360, donc en image réelle, de la machine réelle et ses proportions. Et donc là, c'est très intéressant, c'est très impactant, on s'en rappelle toute sa vie. Mais pour un cours normal, pour une conférence, pour une session de TD, de groupe, de travail collaboratif, surtout ne pas utiliser le casque de réalité virtuelle pour rien. Je rajoute juste une chose parce qu'il y a un monsieur qui veut poser une question, c'est qu'il y a aussi l'aspect démocratisation. Concrètement, pour répondre à tous les enjeux de formation avec des élèves ou des apprenants qui sont éparpillés sur toute la France, bien évidemment, le casque est un frein systématique pour pouvoir démocratiser cet usage. À la fois parce qu'évidemment, il faut le distribuer, il faut équiper, c'est très cher, c'est très coûteux et il faut une maintenance, évidemment, très difficile à garantir sur tout un territoire. Donc c'est aussi une volonté, si on veut être certain que ce soit une expérience partagée par tous, de ne pas forcément proposer le casque virtuel pour toutes les séquences. Monsieur, vous aviez une question. Alors, je rebondis exactement sur ce que vous venez de dire. Si on veut le démocratiser, mais au grand public, parce que vous donnez beaucoup d'exemples, évidemment, professionnels, il y a d'innombrables applications pour le grand public. Quelles sont les contraintes, notamment on a pu lire beaucoup sur des pathologies que l'on peut avoir et qui vous empêchent d'aller dans la réalité virtuelle, puisqu'elles vont vous mettre à risque. Est-ce que vous avez fait des études là-dessus sur les limites, alors que ce soit des tranches d'âge ou la pathologie, ou est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Oui, c'est le côté lab qui répond. Je peux en parler un petit peu. On estime à environ 5% les personnes susceptibles d'être atteintes de ce qu'on appelle kinétose, ou en anglais motion sickness, c'est-à-dire qui en fait c'est comme un super pouvoir, qui ont une oreille interne très développée et qui donc ont le mal de mer quand elles restent longtemps avec un casque de réalité virtuelle. 5% et c'est plutôt en train de baisser avec la qualité des équipements qui réduisent le temps de réaction de l'équipement entre le mouvement de la tête et l'image projetée. Bon, à la fin, ça reste une illusion d'optique. Donc, par exemple, pour les enfants dont la vision périphérique n'est pas encore établie, il ne faut pas l'utiliser trop. Donc par exemple, imaginez des classes, des petites classes avec des enfants en casque de réalité virtuelle, ce serait vraiment la sortie de la semaine, un petit peu comme je l'ai dit pour la physique des particules, des expériences très exceptionnelles parce que s'ils ont un usage quotidien, eh bien, ils ne pourront jamais bien voir. C'est-à-dire que ça risque de causer de graves problèmes pour le cerveau. Donc voilà, il faut attendre que sa vision soit complètement stabilisée, donc plutôt être adulte pour un usage très régulier. Mais n'oubliez pas, le casque de réalité virtuelle n'est pas obligatoire. Bonjour, est-ce que vous avez des chiffres d'un point de vue plus positif pour prouver les résultats positifs du métaverse et de cette implication en réalité virtuelle? Est-ce qu'il y a eu des tests? Alors peut-être que je te laisserai répondre après sur l'aspect peut-être lié justement à l'utilisation de la réalité virtuelle. En fait, là, nous sommes en train de conduire avec un cabinet complètement autonome qui s'appelle Artimon, avec qui nous intervenons demain pour une conférence autour justement des impacts positifs du monde de métaverse sur l'apprentissage. Alors, je vous délivre quelques secrets avant demain, mais je vous invite à venir à cette conférence où justement notre confrère, qui est complètement neutre, a commencé à faire une étude sur les bienfaits d'un avatar, donc la création d'un avatar, qui rentre parfaitement justement dans tout ce qui favorise l'apprentissage. Il vous expliquera comment en fait l'avatar recouvre 3 notions cognitives et accompagne justement l'apprenant encore plus qu'une séquence classique, si je puis dire, de formation.
Et nous avons également, en parallèle, depuis les expérimentations que nous avons conduites avec nos clients, déclenché des sondages. Donc avec ce cabinet également pour qu'il pose les bonnes questions, parce que pas juste est-ce que vous êtes satisfait ou pas de l'expérience, ça ne suffit pas. Et nous allons produire alors peut-être pas un livre blanc, mais en tout cas un rapport sur cette étude d'ici la fin du mois de février. Ce que je peux vous dire globalement, c'est qu'effectivement l'expérience d'apprentissage est ressentie comme beaucoup plus riche par les apprenants, avec les aspects qu'on a cités tout à l'heure, la spontanéité, la capacité de travailler avec les autres, le sentiment de retrouver les autres, en effet, avec soi, qu'on ne retrouve pas dans une visio. Et tout cet aspect échange, justement, que l'on peut décupler grâce à cette prise de parole. Parce qu'il y a peut-être un point que tu disais tout à l'heure, Clément, c'est qu'en effet, dans une visio, vous savez que la bande passante, elle n'est pas spontanée, hein, c'est chacun son tour. Là, pour le coup, on se retrouve dans la réalité, c'est-à-dire que je peux vous parler en même temps que moi. Alors évidemment, si tout le monde se parle, ça crée de la confusion, mais cet aspect-là, dans l'expression et dans la co-construction, est extrêmement importante et facilite l'apprentissage. Donc tous ces résultats, on va les produire fin février. Il fallait que ce soit probant avec un grand nombre d'apprenants, oui, qui aient répondu à ce questionnaire pour pouvoir vous le transmettre. Et la conférence est à 10h30 demain, salle Théâtre 6, si vous voulez venir y participer. Et il y a encore une question là-bas. Oui, j'ai un tout petit mot à ajouter sur les avantages, les atouts, et c'est un mot quelque chose qui compte beaucoup pour moi personnellement, c'est que avec notre métavers, on émet 4 fois moins de carbone que la même chose en visio. Et ça, souvent, ça surprend les gens, mais en fait, la bande passante qui est utilisée ne sert que pour la voix, finalement, alors qu'en visio, c'est des flux vidéo qui consomment beaucoup de carbone, donc 4 fois moins de carbone. J'ai l'impression qu'il y avait une autre question. Ouais. Alors, merci. Ouais. Non, j'allais dire 3 petits mots sur la visio, puisqu'on l'a quand même beaucoup consommé. Et là sont à nouveau des mots scientifiques, neuroscientifiques. Vous avez dû voir passer des études. La visio est extrêmement fatigante. Donc demandez à vos apprenants de passer trop de temps en visio, c'est dur. En visio, on est moins créatif. Non seulement on produit moins d'idées, mais elles sont moins bonnes. Et enfin, ce qui est catastrophique dans le domaine de l'apprentissage, en visio, on ne retient rien. Et donc là, c'est un peu le cauchemar. C'est-à-dire, si on ne prend pas de notes à côté, en visio, on ne retient rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de spatialisation, de localisation. Et donc, le cerveau a besoin d'attacher des souvenirs à des lieux. Je peux certainement tous vous demander où vous étiez pour les attentats du 11 septembre, et vous saurez me dire précisément où vous étiez, tandis qu'en visio, vous ne pouvez pas attacher ça à un lieu. Oui, alors moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous parliez de la prise de parole. Est-ce qu'il y a une sorte de modération qui est mise en place, ou est-ce qu'on peut se permettre de tout dire puisqu'on n'est pas dans le monde réel, entre guillemets ? Voilà. Absolument, bien sûr. Il y a donc la modération se fait alors par quelqu'un qui est présent dans le métaverse à ce moment-là. Il faut forcément une intervention humaine dans la mesure où vous pouvez dire des choses de manière très polie mais qui sont juste incongrues. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une intervention humaine et en effet il y a un modérateur déjà dans le MetaQuark que vous pouvez utiliser. Pour vous aider pour poursuivre cette idée, on peut également donc effacer toutes les discussions liées à un événement, à un groupe, de manière à ce qu'il n'y ait pas de traces aussi pour que ça reste parfaitement confidentiel. Je sais qu'on a un de nos clients qui travaille dans le secret défense qui souhaite qu'effectivement on ne puisse rien garder. Donc vous pouvez à la fois capitaliser si vous le souhaitez, typiquement si vous organisez plusieurs sessions, plusieurs onboarding, plusieurs contenus pédagogiques qui vont être identiques, on peut les stocker dans une bibliothèque, tous les supports d'animation qui fonctionneront très très bien, au-delà de ce qu'on a pu faire ce matin. Vous pouvez les stocker pour pouvoir les réutiliser et gagner du temps, mais vous pouvez aussi tout effacer, tout vous appartient en quelque sorte. Donc cette modération, bien entendu, est prévue et possible. On peut aussi même évacuer, entre guillemets, un collaborateur qui serait non conforme à une politique d'entreprise ou un comportement adapté.
J'ai une anecdote à ce sujet. On avait fait un salon pour Pôle emploi avec 15 000 demandeurs d'emploi inscrits qui rencontraient une centaine d'entreprises. Donc c'était très grand public. Et comme on a un module pour bien créer cette présence virtuelle où à partir d'une simple photo, on crée un avatar 3D photoréaliste en quelques secondes, eh bien, il y avait des trolls qui s'étaient déguisés en Hitler ou Ben Laden ou le Joker et qu'on a dû évacuer manu militari virtuellement. Je pense que le besoin de modération est toujours présent sur des plateformes où tout le monde peut se connecter. Je suis désolé, je vais devoir vous interrompre. Merci pour ces témoignages. Vous êtes présent à quel stand ? J52. J52. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir pour pouvoir avoir plus de détails. Merci à tous.